Voici un message publié hier sur Truth Social. L'accord est imminent. Hier, Scott Bessent est passé sur Fox News et a dit « Oui, des négociations sont en cours. Un accord pourrait être annoncé dès aujourd'hui, peut-être demain, ce qui est donc aujourd'hui. Jusqu'à présent, je n'ai rien entendu au sujet d'un accord. Mais hier soir, devant Air Force One, le président Trump nous a dit à quel point les choses avançaient bien. Demain est la prochaine étape. Beaucoup de progrès ont été réalisés. Ils ont appelé, ils voulaient parler. Nous discutons. Ils veulent conclure un accord. Ils ne veulent pas être frappés. C'était la plus grande frappe depuis la Seconde Guerre mondiale, comme je l'ai dit. Ils ne voulaient pas ça. Et ils l'ont vu arriver. Ils ont vu toutes les marchandises être chargées. Ils ne savaient pas exactement ce qui se passait. Je pense qu'il serait très intelligent de conclure un accord. Nous verrons ce qui se passe. Ils ont eu une très bonne journée. Les négociations se sont bien passées. La bourse a énormément progressé ces 3 ou 4 derniers jours. Nous avons établi de nouveaux records aujourd'hui, en bourse, hier aussi, aujourd'hui. Je crois que cela fait maintenant environ 78 fois sur une très courte période. Donc beaucoup de bonnes choses se produisent. Les chiffres du commerce sont phénoménaux. Vous l'avez vu. Nos chiffres économiques sont incroyables, comme jamais auparavant. Les investissements dans notre pays atteignent un niveau que personne n'aurait même imaginé. Nous nous en sortons vraiment très bien. Vous savez, il dit que nous nous en sortons très bien. Et presque rien de tout ça ne portait vraiment sur la conduite de la guerre, parce qu'il raisonne en fonction de choses qu'il peut manipuler, comme la bourse qui monte. Le prix du pétrole baisse. C'est effectivement vrai, mais ce n'est pas représentatif de ce qui se passe sur le terrain. Que pensez-vous de ce sur quoi il se concentre dans cet extrait? La majeure partie concerne ce dont il se félicite lui-même, à savoir des indicateurs économiques. Vous voyez à quelle vitesse il se rabat sur la bourse comme indicateur de la réussite générale des choses. Il est très focalisé sur la bourse. Ça devrait vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir sur ses priorités, sur celles de son cercle rapproché et sur celles des gens autour de lui. Je ne parle pas du président lui-même, parce qu'on ne pourrait pas le savoir. Mais je pense clairement que les gens qui l'entourent et qui sont proches de lui gagnent beaucoup d'argent grâce à une connaissance préalable de ses annonces. Et cela est maintenant documenté et fera l'objet d'une enquête. Je veux dire, les Iraniens publient des rapports sur des délits d'initiés liés à Trump. Et ça devrait être extrêmement embarrassant pour les Américains et certainement pour la Maison-Blanche. Donc, il est engagé dans toute cette entreprise de diversion. Vous savez, Daniel, je n'appellerais même pas ça du tackling. C'est pas que Trump fait du tackling, c'est que Trump est le nouveau Baghdad Bob. Il parle comme Baghdad Bob. Tout va très bien. L'économie n'a jamais été aussi florissante. Nous n'avons jamais été aussi forts. Notre pays est en feu, en feu. Nous gagnons. Les Iraniens supplient pour obtenir un accord. Je veux dire, il est là-dedans. Au fait, c'est plutôt une bonne imitation, en fait. Vous pourriez envisager de développer ça. Bref, désolé, je vous ai interrompu. Je suis disponible pour les soirées, les anniversaires et les bar mitzvahs, Daniel. Parlez à mon agent. Il me faut juste trouver la perruque. Ce sera fait. Mais là, ça atteint des niveaux ridicules. Et je pense que le meilleur mot pour décrire ça, je crois que Robert Barnes l'a employé, c'est confabulation. Trump souffre de confabulation aiguë. Et vraiment, c'est probablement la meilleure description. Alors, vous savez, de quoi diable est-ce qu'il parle au juste? Et puis, autre chose, que fait Scott Bessent, porte-parole de la politique étrangère américaine? Je croyais qu'il était secrétaire au Trésor. Est-ce qu'il est secrétaire d'État? Est-ce que c'est lui qui est chargé de la politique étrangère? Enfin, pourquoi est-ce qu'ils font même des commentaires? Pourquoi est-ce que le secrétaire au Trésor est mis au premier plan?
Et ça montre à quel point la Maison-Blanche de Trump est désorganisée, décousue, incohérente et franchement mal organisée. Ce que vous montrez là, c'est de la pure propagande. Enfin, c'est incroyable. L'âge d'or, l'ère dorée, l'époque des monopoles. C'est plus ou moins à ça qu'ils font référence, l'époque des Rockefeller, avec les Carnegie, les Mellon et les Rockefeller. Voilà les années glorieuses. J'imagine que c'est pour sa famille, parce qu'il roule certainement sur l'or. Enfin bref, désolé, je me suis laissé distraire par ça. Revenons à cette question. Au début de cet extrait, vous avez dit, vous savez, qu'on faisait de bons progrès et qu'on allait avoir un accord à tout moment. Alors, on se demande s'il parle peut-être de quelque chose de précis. Mais Strack, il y a eu beaucoup d'informations qui sont sorties, et je me demande si vous pouvez commenter tout cela. Gewis. Ils le disent ouvertement, donc ce n'est pas vraiment surprenant. Mais s'ils élaborent dans les prochains jours une sorte de plan pour annoncer comment ils vont administrer le détroit d'Ormuz. J'ai entendu un reportage selon lequel les États-Unis, avec Steve Witkoff, étaient en fait impliqués en coulisses dans certaines de ces démarches, et ainsi de suite, parce qu'ils cherchent désespérément quelque chose. S'ils obtiennent quoi que ce soit entre l'Iran et Oman qui permettent de rouvrir le détroit, alors, d'une certaine manière, ils pourront peut-être revendiquer une victoire là-dessus. Que savez-vous de toute cette dynamique? Eh bien, ce que fait l'administration Trump est assez évident, parce qu'elle n'a pas de contact direct avec les Iraniens. Mais il semble que ce concept soit assez élastique pour ce président. Le maillon faible, c'est donc Oman. Les États-Unis ne peuvent exercer aucune pression sur l'Iran. Ils ne peuvent pas faire pression sur eux, ni les intimider. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas les soudoyer. Rien. Mais Oman, c'est différent. C'est un acteur beaucoup plus faible. Les États-Unis s'emploient donc activement à faire pression sur Oman, à essayer de le corrompre, de le coopter, et à tenter de créer une situation où, au départ, il semble qu'Oman partage les responsabilités concernant le trafic dans le détroit d'Ormuz. Et dès que cela fera, disons, l'objet d'un accord général, Trump fera toujours la même chose. Il interviendra et modifiera les détails ou la structure de l'accord en temps réel. Puis il s'en servira en gros pour usurper la position d'Oman et en faire une position américaine, vous voyez. Ainsi, ce ne sera pas Oman et l'Iran qui géreront conjointement le détroit. Ce sera l'Amérique, les États-Unis et l'Iran. Et bien sûr, les Iraniens rejetteraient cela d'emblée. Et nous reviendrions alors à la case départ. Ce qui très probablement ne dérangera pas du tout ce président, parce que nous sommes enfermés dans ce schéma. Des négociations par téléphone, puis des menaces d'anéantissement, suivies d'une quelconque affirmation selon laquelle l'autre camp a cédé. Le tout ponctué de poussées d'agression et d'escalade tous les 30 à 60 jours environ. C'est simplement une tendance qui paraît très claire quand on repense aux 6 derniers mois. C'est tout ce que les États-Unis ont à faire. Et si vous y réfléchissez, Daniel, après avoir tellement épuisé leur stock de munitions essentielles, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est une campagne d'agression contre l'Iran de 7, 10 ou peut-être au maximum 14 jours. Mais ils ne pourraient le faire que tous les 60 jours, parce qu'il leur faut du temps pour rassembler leurs ressources, mettre en place leurs munitions à longue portée et leurs bombardiers basés en Europe. Car ils n'ont plus vraiment les capacités dans le Golfe Persique de faire grand-chose. Et même utiliser Israël comme base de départ devient problématique pour les Israéliens. Mais ça n'arrêtera pas ce président. Il n'y aura pas d'accord de paix, il n'y aura pas de moment kumbaya,
Pas de grande embrassade collective, ça n'arrivera pas. Ça va se poursuivre jusqu'aux élections de mi-mandat, puis jusqu'en 2027, parce que ce président et son héritier présomptif, quel que soit le candidat investi par les républicains, voudront monter sur scène lors des débats de 2028 et dire « Nous avons été fermes avec les Iraniens », pas comme ces démocrates. C'est comme ça que ça va se jouer, et nous ferons tout pour défendre notre plus grand ami et allié, Israël. C'est comme ça que ça va se jouer dans le débat politique américain. Eh bien, je dirais que c'est peut-être ainsi que certains veulent que les choses se déroulent. Mais moi, ce que je soutiens et ce que je crains, c'est que même avant la fin de cette année, peut-être même avant les élections de mi-mandat, à cause de ce graphique que je viens de vous montrer, le titre est « Les missiles de précision à longue portée s'épuisent ». Mais si vous regardez le sous-titre, il parle aussi des intercepteurs. Les intercepteurs PAC-3, comme les intercepteurs THAAD, diminuent eux aussi à l'échelle mondiale. Donc, on ne peut pas se lancer là-dedans. On ne peut pas entrer dans un nouvel affrontement majeur, parce qu'à ce moment-là, on va finir par manquer de moyens, du moins de ceux qui comptent. Et ensuite, on devra subir de plus en plus de pertes. Et puis, il y a l'autre moitié de l'équation. J'aimerais que vous commentiez cela. D'après ce que j'ai vu, les Iraniens piaffaient en réalité d'impatience. Ils espéraient que le week-end dernier, il y aurait cette frappe, la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils étaient en position, prêts à anéantir toutes sortes de choses au Moyen-Orient. Cela les aurait placés, franchement, dans une situation où ils auraient pu encaisser le choc venant de notre part, puis en ressortir comme le camp qui fait les rois, ou même comme le roi au Moyen-Orient. Mais ils ne l'ont pas eu. Et je ne pense pas que Trump puisse refaire le coup du genre. Bon, je vais juste tirer un petit coup ici, pour maintenir la situation agitée pendant 30 jours de plus, ou peu importe. Parce que, selon moi en tout cas, la prochaine frappe sera le déclencheur qui poussera l'Iran à passer à la vitesse supérieure. Et après ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Oui, c'est peut-être le cas, Daniel. Je ne dis pas que tout cela est bon pour l'Amérique. Je ne dis pas que cela va produire un résultat positif. Je dis simplement que la priorité absolue de cette Maison-Blanche, c'est de ne pas avoir sur son bilan qu'il a présidé à un basculement de puissance majeur au Moyen-Orient, passant d'un ordre dominé et contrôlé par les États-Unis à un ordre dominé par l'Iran. Donald Trump fera tout pour retarder cela, pour l'empêcher, pour repousser le problème jusqu'à la prochaine administration présidentielle, parce que ce sera au final son héritage. Dans les livres d'histoire, c'est lui qui, en gros, a livré le contrôle du Moyen-Orient aux Iraniens. Et les Iraniens ont chassé les Américains sous Donald Trump. Donc tout ce qui peut servir à façonner ce récit, à détourner l'attention. C'est exactement pour ça qu'ils ont fait pression aussi fortement sur l'Arabie saoudite. Parce que regardez le chaos insensé dans lequel l'Arabie saoudite s'est retrouvée, rien qu'au cours des 2 dernières semaines. Ils ont étendu la guerre à l'Irak et au Yémen. Ça n'a absolument aucun sens. Ils exercent donc une pression énorme sur l'Arabie saoudite pour qu'elle devienne le bras armé local et qu'elle se remilitarise dans son rôle régional. L'Arabie saoudite est restée assez stable depuis 2023 grâce à un cessez-le-feu effectif avec les Houthis. Depuis 2023, pourquoi diable mettrait-il ça en péril, en plus de déclencher une guerre avec l'Irak? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Mais pour les États-Unis, ça signifie qu'ils sous-traitent en quelque sorte, qu'ils essayent de développer un nouveau relais en Arabie saoudite. Et ils peuvent simplement repousser l'inévitable. Repousser l'inévitable de cette manière. Je ne dis pas que c'est une bonne stratégie. C'est juste ce qu'ils ont. Donald Trump considère tout comme des ressources, au fond. Et s'il a épuisé les ressources en Jordanie, il passe à la suivante. Il est comme un parasite.
il ira simplement chez le voisin, en Arabie Saoudite. Et une fois qu'ils seront dans une situation désespérée et ne pourront plus remplir leur rôle, il dira « D'accord, faisons pression sur les Irakiens. Voyons, est-ce qu'on peut leur imposer des sanctions ?» Pouvons-nous menacer de couper leur accès à leur compte bancaire auprès de la Réserve fédérale de New York pour leurs fonds souverains? Sur qui d'autre pouvons-nous faire pression? Peut-être qu'on envahira Oman. Je veux dire, si les États-Unis vont déployer des troupes au sol, la cible la plus facile est probablement Oman. Ensuite, ils pourraient prétendre prendre la moitié du détroit. Et ça, je suis sûr que c'est envisagé. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que Trump a mis « Oman » entre guillemets dans l'un de ses récents tweets. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils vont inventer publiquement un récit selon lequel Oman n'aurait pas vraiment de revendications sur ce territoire, comme Ceuta et Melilla avec l'Espagne et le Maroc? C'est le genre de jeu auquel cette administration se livre sans fin. Alors, laissez-moi vous poser une question. En fait, je n'y avais pas pensé. C'est préoccupant. Les États-Unis ont-ils désormais franchi, au passé, le point où peu importe ce que dit le président Trump, et si l'on démontre ensuite que c'est complètement faux ou quoi que ce soit, il n'y aura tout simplement jamais de conséquences. Parce qu'il y a aussi une autre interview que le président Trump a donnée hier, où il a répété « Hey, le détroit va rouvrir très bientôt ». L'Iran, par exemple, n'aura jamais l'arme nucléaire. Ils ne le peuvent déjà plus, mais ça va devenir officiel. Le détroit va être ouvert très bientôt, ou alors ils vont être frappés très très durement. Et ensuite, le détroit sera rouvert. Ils ne parleraient pas si nous ne faisions pas ce que nous faisons. Nous les avons frappés très très durement. Mais le coup le plus dur reste à venir. Et j'espère que nous n'aurons pas à y recourir. Nous avons des discussions formidables. Puis un type sort d'Iran et dit « Nous ne nous sommes pas rencontrés. Nous ne nous sommes pas rencontrés. » C'est un mensonge permanent. Vous comprenez? C'est tout simplement incroyable. Ils diront « Nous n'avons pas parlé du nucléaire. » Alors de quoi avons-nous parlé? Nous étions assis là, à nous tourner les pouces, c'est ça? La seule chose qui compte, c'est l'action. Et ils veulent conclure un accord. Nous verrons ce qui se passe. S'ils ne concluent pas d'accord, ce sera vraiment dommage pour eux. Enfin, il l'a dit 100 fois. Il l'a dit avant le week-end dernier, et ça ne s'est pas produit. Maintenant, il dit qu'il va leur accorder une dernière chance. À un moment donné, soit il faut intervenir et le faire. Enfin, laissez-moi reformuler. On dirait qu'à un moment donné, soit il faut passer à l'action, comme il vient de le dire, cette dernière action, soit les gens vont voir que vous êtes un parfait imposteur. Mais enfin, nous avons eu beaucoup d'expériences et beaucoup d'occasions d'arriver à cette conclusion, et pourtant nous ne l'avons pas fait. Alors, est-ce que c'est maintenant une nouvelle ère où le président Trump n'a plus à se soucier de tenir parole, parce que personne ne dira rien à ce sujet? Oui, donc je pense qu'il est tout simplement, il est tellement enfermé dans ce mode de représentation face au public. Et je pense qu'il croit que le public américain croira tout ce qu'il dit, ou qu'au moins sa base de soutien le croira. Et Fox, ainsi que tous les médias qui lui sont alliés, ne vont pas le remettre en question. Et c'est peut-être son interprétation de Trump, même si ça ne correspond pas réellement à la réalité, parce que c'est comme ça qu'il se le représente dans sa tête. Et ça lui suffit peut-être. La solution, ce serait peut-être d'avoir un psychothérapeute avec un grand divan et de faire suivre à Trump une séance de psychothérapie télévisée où le médecin pourrait lui demander « Ces négociateurs iraniens sont-ils avec nous dans cette pièce en ce moment? Si oui, que vous disent-ils, Monsieur le Président ?» Et on pourrait faire ça publiquement. Mais pour l'instant, tout ça se passe en quelque sorte dans la tête de Trump. Il a une conversation avec lui-même.
Et puis il revient sans cesse à cet argument de l'homme de paille. On voit toujours cette réserve ajoutée à la fin de chacune de ses déclarations. L'Iran ne doit pas être autorisé à avoir une arme nucléaire. Tout ça, c'est une formule complètement fausse, un élément de propagande frauduleux qu'on injecte pour donner l'impression qu'il s'agit de négociations à très haut risque. Parce que quoi de plus grave que d'autoriser ou non l'Iran à avoir une arme nucléaire? D'une certaine manière, ça justifie toute l'agression et les aspects illégaux de la guerre et de l'agression américaine. Empêcher, soi-disant, une menace nucléaire incontrôlable dans la région. C'est de la pure propagande. C'est une fabrication totale. C'est aussi ce que fait Israël. Les États-Unis, l'administration Trump et Israël sont donc parfaitement alignés dans leur propagande. Et c'est comme ça qu'ils s'en sortent, en quelque sorte. Je pense que le fait évident, c'est que les États-Unis et Israël ont déclenché cette guerre. Je veux dire, Rubio et les autres parlent comme si c'était l'Iran qui avait commencé tout ça, et comme si l'Iran avait fermé les détroits juste parce que, vous savez, il se serait réveillé un matin du mauvais pied. C'est comme lorsque l'Occident s'est mis en tête que Poutine s'était réveillé du mauvais pied le 24 février 2022, comme si tout cela était sorti de nulle part. Et c'est ce que font les méchants dictateurs. C'est ce que font les terroristes et les mollahs. Ils ferment les voies maritimes, comme ça. L'administration Trump dépend donc énormément de tous ces faux récits, de toute cette propagande et de ces arguments fallacieux. La question nucléaire est la plus évidente, et elle est essentielle. C'est pourquoi ils l'ajoutent à chacune de leurs déclarations. Il n'existe aucune preuve que l'Iran ait jamais cherché à se doter d'une arme nucléaire. La communauté du renseignement américaine n'arrive pas à trouver la moindre preuve qu'il l'ait jamais été. En fait, dans le cadre de l'accord sur le JCPOA, l'accord nucléaire iranien, ils savaient que l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires. Mais c'était simplement une double garantie pour s'assurer qu'il ne le ferait en aucune circonstance. Et Trump a supprimé cela simplement parce qu'il voulait créer un récit qui ouvrait la possibilité d'affirmer qu'ils en développaient une, puisqu'il n'y avait plus d'accord international pour les en empêcher. Et donc ouvrir la voie à la guerre, ce qu'il a finalement obtenu lors de son second mandat. Donc je sais que beaucoup de gens vont penser « Oh, Trump n'était pas, c'était une colombe, il était anti-guerre. » Mais Netanyahou l'a entraîné là-dedans. Vous savez, à un moment donné, le président et son administration, ainsi que ceux qui le soutiennent ou le soutenaient, doivent assumer le fait que Donald Trump, lors de son premier mandat, a retiré les États-Unis du JCPOA à la demande d'Israël. Mais ce sont les États-Unis qui l'ont fait. Le secrétaire d'État américain l'a fait, le président lui-même l'a fait. Et cela a des conséquences. Et ces conséquences sont devenues concrètes lors de son second mandat, pendant la première année et demie de ce second mandat. Ce n'est pas simplement une situation qui change d'une semaine à l'autre. C'est une stratégie américaine que les États-Unis poursuivent depuis longtemps. Ils n'avaient simplement pas le président dont ils avaient besoin pour aller jusqu'au bout, main dans la main avec Israël. Trump était cette personne. La politique a toujours été là. La stratégie a toujours été là. La stratégie visant à briser le corridor central entre la Russie, l'Iran, le Pakistan et l'Inde a toujours été là. Et maintenant, ils l'ont fait. La stratégie visant à démanteler les nouvelles routes de la soie chinoise a toujours été là. Et peut-être que ce président ne se concentre pas tant que ça sur la question chinoise, mais le prochain président pourrait le faire, parce que ce sont des objectifs de grande stratégie américaine à long terme. Et on pourrait aussi parler de beaucoup d'autres choses. Les points de passage stratégiques, les voies navigables essentielles, les axes commerciaux. Qui va les contrôler à l'échelle mondiale? Et pourquoi?
Mais avant même d'en arriver là, il faut comprendre comment tout cela va se dérouler. Au cours des toutes dernières minutes, quelle direction va-t-on prendre? Parce que je crois que c'était le vice-ministre iranien des Affaires étrangères qui, il y a quelques semaines, a publié un long message sur X où il affirmait catégoriquement que le détroit d'Ormuz sera toujours en notre possession et ne reviendra jamais en arrière. Le professeur Marandi a déclaré ici, il y a quelques jours, que l'Iran continuerait, quoi qu'il arrive, à exercer un contrôle conjoint avec Oman sur le détroit, mais que la coalition contre l'Iran, elle, ne pourra rien y faire passer sans que la République islamique en soit informée et y consente, etc. Donc si le président Trump n'arrive même pas à faire semblant de reprendre un certain contrôle sur cette situation, nous ne pouvons pas laisser le détroit rester bloqué, même jusqu'aux élections de mi-mandat qui approchent. Je veux dire, une grande partie de ça a été masquée parce que, ironiquement, la Chine a réduit de 4 millions de barils par jour sa consommation et ses achats de pétrole. Notre réserve stratégique de pétrole a été remise en ordre. Donc jusqu'ici, nous avons atténué le problème. Mais ces ressources sont limitées. Et à un moment donné, si le détroit reste fermé, elles vont s'épuiser ou s'arrêter et ainsi de suite. Là, nous aurons un vrai problème. Nous ne pouvons donc pas continuer à repousser ça de quelques mois encore. Que se passe-t-il si nous ne le faisons pas? C'est possible, mais nous avions déjà cette même conversation, Daniel, en mars et en avril. Et il repousse sans cesse l'échéance. Nous sommes déjà après juillet. La bombe était censée éclater à la fin juillet, c'est ce que tout le monde disait en mai. Et elle éclate si l'on regarde certains indicateurs clés à l'échelle mondiale, sur le plan économique. Mais je pense qu'ils vont simplement continuer à repousser et à alterner, en gros, entre ces différents modes de manœuvre tactique. Et je ne dis pas du tout que c'est une bonne stratégie. Je ne dis pas que cela va produire des résultats positifs, certainement pas pour l'Amérique, ni pour l'économie mondiale. Mais c'est un président qui va simplement dire que les détroits sont ouverts. Et toute sa clique, au commandement central, le fait presque tous les jours. Ils diront que c'est ouvert, ils diront que c'est fermé, ils diront que c'est nous qui l'avons fermé, puis ils diront que c'est ouvert. Ils pensent pouvoir créer la réalité simplement parce qu'ils ont tellement de pouvoir sur les médias occidentaux serviles et sur les responsables politiques qui ont peur de s'opposer à cette administration. Mais en réalité, on ne sait jamais quelle est la véritable situation en écoutant les États-Unis. Et ils sont tout à fait contents, en gros, d'entretenir cette façade, puis de mettre en place ces blocus intermittents contre l'Iran. Et les États-Unis peuvent évidemment continuer à faire ça, continuer à semer la perturbation, continuer à saboter, en quelque sorte, la situation. Ils peuvent continuer comme ça pendant un certain temps, même sans disposer de munitions massives, ni de stock au niveau d'avant le 28 février. Ils peuvent encore jouer les troubles-fêtes. Et je pense que ce président c'est tout ce qu'il a, ce sont les seules cartes qu'il a à jouer avec les sanctions. Et il continuera à jouer cette carte, j'en suis absolument certain. Il est hors de question que Donald Trump agite le drapeau blanc ou reconnaisse qu'ils vont faire des concessions, débloquer des avoirs iraniens ou lever les sanctions d'ailleurs. Personne à Washington ne va lever les sanctions contre les Iraniens. Difficile de contester votre analyse sur ce point, et je crains que nous devions en rester là pour le moment. J'apprécie vraiment les points de vue que vous avez partagés sur ces deux questions très importantes. Aucune des deux ne laisse espérer une solution à court terme, mais c'est la réalité. Et c'est ce que nous voulons nous assurer que les gens comprennent. Parce que nous ne nous laissons pas intimider et que nous ne faisons aucun compromis lorsqu'il s'agit de dire la vérité aux gens. C'est aussi pour cela que nous apprécions de vous recevoir ici. Petit rappel,
Vous pouvez retrouver davantage de Patrick Henningsen sur 21stcenturywire.com et l'écouter dans l'émission Sunday Wire. Oh, notre ami Ian Proud y est aussi. C'est un type bien. Une bonne discussion. Une bonne discussion. Nous vous remercions et nous vous retrouverons aujourd'hui à 13h avec le professeur Ted Postol. Il nous apportera une nouvelle fois ses excellentes analyses, des choses que vous ne trouverez qu'ici dans le Daniel Davis Deep Dive et dans aucun média d'information grand public. Alors, rendez-vous à 13h dans le Daniel Davis Deep Dive.